Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau et dernier thème de l'année, les grandes puissances. En effet, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons nous intéresser justement à ce qui définit une grande puissance et à certaines régions, notamment l'Union européenne, mais également nous parlerons de la Suisse, même si la Suisse n'est pas à proprement parler une grande puissance, mais nous parlerons de sa relation justement avec l'Union européenne et suivant le temps qui nous sera accordé, nous parlerons également un petit peu des États-Unis. Pour parler de grande puissance, il faut comprendre déjà deux notions extrêmement importantes, les notions de hard et de soft power. De quoi s'agit-il concrètement? Ce qu'on constate, c'est qu'on va vers une redéfinition progressive de la puissance. Du hard vers le soft power. Le hard power, c'est cette idée de capacité d'un corps politique à imposer sa volonté à d'autres corps politiques à l'aide de moyens militaires et économiques. On parle ici de puissance économique, de puissance militaire, on parle de puissance démographique également, on parle de puissance politique, c'est-à-dire de cette capacité à imposer sa volonté par la force. Et c'est quelque chose qui était très souvent mis en avant et qui aujourd'hui est de plus en plus contesté. Le hard power ne disparaît pas. La puissance américaine reste présente. La puissance chinoise également est affirmée. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce soit la seule puissance aujourd'hui. Au contraire, on s'avance vers une nouvelle façon de concevoir la puissance, de redéfinir d'une certaine manière cette puissance. Et c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc le hard power ou pouvoir dur, c'est ce pouvoir d'imposition, ce pouvoir par la force. Le soft power, pouvoir mou, pouvoir doux, c'est plutôt l'idée d'une influence, d'une capacité à persuader. C'est la capacité d'un acteur politique, ça peut être un État, ça peut aussi être une firme multinationale, une ONG, une institution internationale, ça peut aussi être un réseau de citoyens dans certains cas. Capacité donc à influencer directement ou indirectement le comportement d'un autre acteur ou la définition de ses intérêts, de ses propres intérêts, à travers des moyens qui sont non coercitifs, des moyens culturels, idéologiques, par exemple. Vous avez ici l'exemple de Coca-Cola qui s'inscrit assez bien. Dans ce contexte-là, c'est une capacité d'influence plutôt culturelle. Coca-Cola ne fait pas la guerre. Disons, une guerre économique peut-être à certains de ses concurrents, mais c'est pas des GI habillés en tenue Coca-Cola qui vont frapper à votre porte pour vous forcer à boire du Coca. Par contre, à travers le marketing, à travers la publicité, à travers le discours, la présentation des produits, on a une influence qui se fait ressentir. Et c'est ça qui est important. Donc on a véritablement une redéfinition de la puissance du hard au soft power, de la puissance purement militaire et économique où on impose sa volonté par la force, ce que les États-Unis ont fait pendant très longtemps, à un pouvoir beaucoup plus doux, le soft power, qui s'appuie plutôt sur la persuasion, la capacité d'un État à influencer, de manière consciente ou non. Mais aujourd'hui, l'américanisation du monde, dont on a déjà parlé, participe justement à ce soft power. Ce que l'on retrouve avec cette image d'ailleurs, cette image qui l'illustre très bien. Aujourd'hui, la guerre n'est pas forcément faite par des soldats américains. Bien évidemment, dans certaines régions, oui. Suivant les régions en guerre dans lesquelles les États-Unis ont choisi de s'impliquer, on aura bien évidemment une armée qui est déployée. Mais en Europe, il n'y a pas d'armée déployée par les États-Unis pour faire la guerre, mais plutôt un arsenal culturel. Coca-Cola, bien évidemment, mais Microsoft, Disney, tout ça fait partie d'une certaine forme d'influence, d'imposition de la culture américaine, de l'américanisation du monde dont on a déjà parlé. C'est ce que l'on voit ici très bien sur les recettes du box-office. Vous le voyez, les États-Unis arrivent toujours en tête, tout simplement parce que c'est eux qui produisent le plus de films et les films qui sont les plus consommés. Mais c'est aussi la même chose du point de vue des marques. Au niveau du top 100 des marques mondiales, les États-Unis arrivent loin en tête. Même chose pour le top 500 des universités. Vous voyez que les universités américaines comptent parmi les plus prestigieuses. Et en termes de tourisme, les États-Unis se placent encore une fois loin devant. Donc les États-Unis exercent une puissance militaire assez forte. Ils ont cette capacité d'influence, cette capacité à faire peur, notamment avec la bombe atomique, mais pas uniquement. Mais ils ont aussi cette capacité d'influence à travers leur réseau, à travers leur culture, à travers leur production artistique, littéraire, musicale, à travers leur formation, leur niveau d'éducation. C'est quelque chose qui est intéressant puisque les États-Unis sont ce qu'on peut considérer comme étant la seule puissance véritablement complète.
Ils ont une armée, ils ont une politique forte, une économie forte, même si effectivement le Covid remet en place un petit peu cette situation, redéfinit un petit peu la capacité des États-Unis à s'impliquer dans la politique internationale d'une certaine manière. Ils ont, quoi qu'il en soit, une culture et une influence mondiale certaine, ce qui les amène à ce qu'on pourrait qualifier de smart power, qui est un peu la combinaison des deux. À la fois un pouvoir fort et un pouvoir culturel, un pouvoir militaire et un pouvoir soft. Et même peut-être dans une certaine mesure un net power, c'est-à-dire un pouvoir lié à l'usage des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les États-Unis ont plus ou moins la main mise sur la technologie mondiale, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers tout ce que l'on utilise couramment et qui, actuellement encore, est développé, diffusé par les États-Unis. Donc on assiste véritablement à une redéfinition de la puissance mondiale du hard power au soft power. Et dans ce cadre-là, seuls les États-Unis apparaissent aujourd'hui comme étant pleinement maîtres, pleinement complets. Même si cette conception est progressivement remise en question. Donc si on résume, vous le voyez ici, hard et soft power. Le hard power utilise plutôt la force militaire, une force coercitive, alors que le soft power s'appuie plutôt sur sa capacité à influencer, notamment par la culture. Le hard power s'appuie sur l'économie, alors que le soft power s'appuie plutôt sur la gouvernance, sur l'idée d'accord, de transaction. Enfin, le hard power impose des sanctions pour atteindre ses objectifs, alors que le soft power s'implique plutôt dans des relations de confiance, dans des engagements communs. C'est un petit peu la différence. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles, puisqu'on l'a vu, les États-Unis mènent de front un petit peu les deux façons de faire, mais c'est ces deux façons qui existent en parallèle. Résumé différemment, vous l'avez ici, en anglais, mais comme vous êtes, je n'en doute pas, parfaitement anglophone, ça ne devrait pas poser de problème. Le hard power qui passe principalement par des sanctions militaires, par des sanctions économiques, alors que le soft power qui passe par la culture, l'engagement, le gouvernement, assure plutôt une transition euh, vers la relation. Et au niveau mondial, vous le voyez, les 10 pays les plus influents sont assez variés, assez intéressants aussi, puisque ça permet à des pays qui n'avaient jusque-là pas forcément de place de s'affirmer de plus en plus. La France est arrivée première en 2017, devant le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Japon, mais aussi la Suisse. La Suisse n'est pas une puissance militaire. Bien évidemment, on a une armée qui est plutôt bien entraînée, mais comme on le dit souvent, il n'est pas certain qu'en cas d'attaque d'un autre pays, on soit à mesure de riposter de manière extrêmement solide. Par contre, la Suisse a une capacité d'influence assez intéressante au niveau de sa production économique. C'est un pays stable, c'est un pays qui exporte beaucoup de produits, notamment des montres, mais aussi à travers son tourisme, à travers sa politique. C'est un pays stable qui s'investit dans pas mal de négociations, qui héberge pas mal de sièges sociaux, d'institutions internationales, et donc qui s'impose d'un point de vue influence à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui est aussi intéressant justement, puisque d'un point de vue purement hard power, la Suisse finalement a un rôle assez faible à jouer. Même constat pour le Japon. Et peut-être encore plus pour le Japon, puisque, vous le savez, l'armée japonaise a été interdite après la Seconde Guerre mondiale. Mais d'un point de vue culturel, le Japon, comme la Suisse, ont un rôle extrêmement important à jouer, et c'est ça qui est important à relever ici. C'est ça qui est intéressant, on est dans une redéfinition du pouvoir. Ce que vous pouvez observer ici également, classement réalisé par le magazine américain Forbes, magazine principalement économique. Vous voyez justement cette organisation, cette situation des différents acteurs en fonction des années, avec une puissance américaine qui reste évidente. On est toujours dans le top 3, au pire dans le top 4. Mais une puissance culturelle qui est intéressante aussi de la part de plusieurs pays qui militairement ont peut-être moins à faire valoir, mais culturellement ont beaucoup à mettre en avant. Et cette puissance militaire passe par différents aspects. Par la puissance spatiale, par exemple. Les États-Unis arrivent bien évidemment en tête avec le nombre de fusées envoyées, le nombre de satellites envoyés, avec des sites tels que Cap Canaveral qui sert de base de lancement extrêmement important en Floride. Mais l'Europe n'est finalement pas si loin avec Kourou en Guyane française qui lance aussi un certain nombre de satellites et de fusées. Le Japon, la Russie, la Chine et même l'Inde participent aussi à ces différents événements à travers différentes
stations dont vous avez certainement déjà entendu parler, Baïkonour dans le Kazakhstan par exemple, qui participent justement à cette diffusion, cette manifestation de la puissance militaire d'un pays capable technologiquement de dominer les autres. C'est ce que l'on voit aussi en termes de dépenses militaires. Vous voyez ici, les forces armées des États-Unis, ça représente 609 milliards de dollars de budget. Très loin devant la République populaire de Chine, qui n'est qu'à 216 milliards. Donc les Américains dépensent 3 fois plus que les Chinois en termes de puissance militaire. Ce qui explique aujourd'hui aussi pourquoi les États-Unis sont considérés comme les leaders du monde. Mais vous voyez que d'autres pays arrivent derrière, ont un investissement assez important. Par contre, au-delà de ce hard power, on entre aussi dans ce qui est culturel. La puissance culturelle apparaît notamment à travers différents éléments. Vous avez ici le top 10 des villes qui prend en compte différents aspects sur lesquels nous ne reviendrons pas, mais qui relèvent, disons, de l'économie, de l'environnement, de l'accessibilité, de la culture, etc. Et vous voyez que dans ce cadre-là, Londres se positionne en tête. Londres, c'est une ville économiquement, culturellement, politiquement extrêmement influente. Suivi de New York, de Tokyo, puis de Paris, de Singapour, qui sont des centres économiques et culturels extrêmement intéressants. Vous avez d'autres villes, bien évidemment, qui se positionnent dans ce top avec plus ou moins d'importance. Zurich, par exemple, qui apparaît en 12e position, ça peut paraître assez ridicule, sachant que la Suisse, finalement, pèse bien léger dans ce réseau mondial, même si, bien évidemment, elle a une puissance économique assez importante. Et pourtant, Zurich figure parmi ces places parce qu'en termes d'éducation, en termes de recherche et de développement, en termes d'économie, en termes d'environnement aussi, d'accessibilité, de culture, c'est un espace qui présente beaucoup d'intérêt. Et ce n'est pas le seul espace suisse qui présente ce genre de caractéristiques. Donc on est véritablement dans une définition de la culture et de la puissance de manière générale qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la puissance militaire, mais c'est de plus en plus la puissance culturelle qui prend le pas. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'un pays puissant militairement soit sur le déclin, mais ce n'est plus la seule façon d'influencer le monde, ce n'est plus la seule façon d'exercer son pouvoir, ce n'est plus la seule façon de s'imposer à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui est intéressant dans cette redéfinition du pouvoir, c'est pour ça qu'on commence par là. Quand on parle de grande puissance mondiale aujourd'hui, on ne peut plus uniquement parler de ces puissances militaires. On est obligé de plus en plus de prendre en compte ces puissances culturelles qui s'imposent par leur formation, par leur art, par leur musique, par leur littérature, par leurs décisions politiques, par leur implication dans les grandes négociations mondiales, et qui comptent désormais en termes justement de gouvernance mondiale. Voilà, nous nous arrêtons là aujourd'hui pour cette petite introduction. Nous passerons la prochaine fois sur 2 cas un petit peu particuliers, celui du Japon et de la Chine, qui sont considérés comme des puissances, mais des puissances incomplètes, et c'est pour ça qu'on passera assez rapidement sur ces 2 éléments. D'ici là, comme d'habitude, je reste à disposition pour vos questions si vous en avez, et je vous souhaite une excellente semaine.